bienvenue pour un nouveau numéro de Diagonale. Avec la transition numérique, c'est toute l'organisation des entreprises qui aujourd'hui est bousculée. La technologie cesse d'être la chasse gardée des DSI pour devenir clé dans la plupart des activités. Alors plusieurs questions se posent. Quel est l'impact de cette transformation sur la DSI? Quelles sont les nouvelles collaborations qui se mettent en place entre les SI et les directions métiers? Et pour répondre à ces questions, pour en discuter, nous avons réuni sur ce plateau une DSI et une responsable marketing et digital. Bonjour à toutes les deux. Je vous présente Corinne Dajon. Vous êtes membre du comité de direction groupe en charge des systèmes d'information et de l'organisation au sein du groupe de protection sociale AG2R, La Mondiale, et depuis le 1er janvier, Matmut. Vous êtes convaincu qu'une forte collaboration entre DSI et métiers est la clé de la réussite des projets IT. On va bien sûr y revenir en détail. Et vous faites également partie du conseil d'administration du SIGREF et pilotez la démarche Femmes at Numérique. De votre côté, Anne-Sophie Lotgering, vous êtes Chief Marketing and Digital Officer au sein d'Orange Business Services. Donc merci également d'être avec nous. Votre métier est considérablement impacté également par la transition numérique et vous nous expliquerez dans un instant comment la technologie se diffuse finalement à travers tous les usages et la manière dont vous collaborez avec la DSI pour l'ensemble de ces sujets. Donc il y aura certainement des sujets d'interaction entre vous deux. Corinne Dajon, tout d'abord, comment gère-t-on aujourd'hui un projet de transformation numérique lorsqu'on est directeur des systèmes d'information d'un grand groupe comme le vôtre ? Ça se passe très bien et on est surtout très impliqués. Alors, l'IT est partout, je dirais. Il n'y a plus aucune fonction essentielle maintenant dans nos grands groupes qui peut se passer de l'IT. Donc, nous, les DSI, on a un rôle extrêmement important dans ces sujets-là, avec les métiers, puisque effectivement, il y a un accent particulier sur cette belle collaboration métier et IT, puisque là où avant aussi la stratégie IT découlait de celle de l'entreprise, on voit qu'aujourd'hui, on est dans un cercle vertueux où les deux sont combinés, et donc le rôle des DSI avec les métiers va permettre de vraiment transformer les usages et répondre aux besoins de nos clients. Alors, au sein du groupe, comment ça se retraduit? On a choisi de lancer un programme aussi pour bien montrer que ce n'est pas que le sujet d'un métier ou une priorité particulière, mais que ça doit bien entraîner tous les métiers de l'entreprise au service de nos millions d'assurés. Et il y a aussi toute la transformation interne de l'entreprise, il ne faut pas la négliger, pour entraîner les collaborateurs aussi à manipuler ces nouveaux outils, à regarder ces nouveaux écosystèmes. Donc les DSI ont un rôle là dans la co-création, dans la co-innovation, mais ils doivent gérer leur propre transformation en profondeur. On y reviendra, je crois, mais il faut anticiper parce que l'immédiateté demandée par nos clients, les solutions et la qualité des solutions qu'on doit délivrer aussi, nous amène à avoir fait des travaux de fond dans nos systèmes d'information, d'architecture, d'introduire des nouvelles compétences, d'ouverture, parce que je pense que c'est un point clé des systèmes d'information et des DSI très ouverts sur l'extérieur pour intégrer ces nouvelles solutions dont on a absolument besoin. Et donc changer cette image de cette DSI interne, mais au contraire complètement en lien avec le marché et avec ses partenaires métiers. Voilà, on va y revenir effectivement un peu plus en détail. De votre côté, Anne-Sophie Lotgering, alors vous dirigez un département au sein duquel le digital et les technologies sont bien sûr au cœur, elles sont clés. Collaboration DSI métier, aujourd'hui bien sûr c'est indispensable pour répondre à tous ces besoins, tous ces usages. Oui, non, absolument. Et ce que disait Corinne résonne tout à fait donc, chez nous, chez Orange Business Services. Je pense que comme nous sommes dans les métiers des services de la communication qui évoluent énormément, toute la transformation digitale est accélérée. Et la volonté d'Orange Business Services de créer dans une même entité et de rassembler dans une même entité les équipes marketing d'un côté et les équipes IT ou DSI de l'autre, ont justement favorisé l'accélération justement de l'échange absolument nécessaire entre les métiers d'un côté qui savent ce dont ils ont besoin et la DSI qui savent comment formuler ces besoins dans des systèmes d'information qui sont souvent obsolètes et qui doivent évoluer et doivent répondre à ces besoins. Donc la création de cette entité favorise justement et accélère la transformation digitale
en interne chez nous pour pouvoir proposer à nos employés des outils de collaboration qui sont beaucoup plus efficaces que ceux avec lesquels ils travaillaient jusqu'alors, leur permettant aussi d'être beaucoup plus à l'écoute de leurs clients, avoir beaucoup plus d'informations, de pouvoir prendre des décisions basées sur des informations et sur des faits plus que sur des idées ou des pensées. Et puis bien sûr, il faut que nous proposions à nos clients les expériences utilisateurs dont ils attendent. Et je pense que, Corinne l'a évoqué, il y a une attente de la part de nos clients de pouvoir tout faire de manière instantanée, rapide, ce que j'appellerais le syndrome du one-click. Et il faut savoir y répondre avec des interfaces qui leur permettent justement de voir qu'Orange Business Services est non seulement une entreprise qui évolue, mais qui est aussi démonstrative du chemin que nous parcourons ensemble et ce que nous pouvons leur offrir comme expérience utilisateur. Donc on le voit, une collaboration qui s'affirme de plus en plus entre DSI et métiers, à la fois pour les collaborateurs, pour des outils plus efficaces, et pour les clients, bien sûr. On va y revenir. Nous abordons donc la première partie de notre débat. Alors, en quelques années, la DSI est passée d'un statut de gestionnaire des infrastructures à celui de moteur de l'innovation au sein de l'entreprise. Quels sont les enjeux derrière cette mutation ? Bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Corinne Dajon, donc, en quelques mots, pouvez-vous nous retracer l'histoire de ces 10 dernières années ? Comment la DSI s'est transformée pour arriver où précisément aujourd'hui ? Alors, j'ai la chance d'accompagner la transformation de la DSI là, sur le volet AG2R mondial depuis 10 ans. Donc, je vais essayer de retraduire les moments forts de cette transformation. Étapes, hein, ouais. Voilà. Alors, tout d'abord, je pense que par rapport à tout ce que Anne-Sophie aussi a décrit, le premier élément, c'est travailler la vision et partager avec le métier ce qu'est le SI, parce que quelque part, c'est notre patrimoine. Hein, c'est là-dessus que ça fonctionne au quotidien. Donc, ne pas non plus négliger cette histoire et la gestion de l'obsolescence. Mais c'est aussi surtout marquer les évolutions à venir et donc retraduire les enjeux du métier dans une trajectoire de transformation du SI. Et ça, c'est un peu le côté essentiel de donner du sens à ce que fait la DSI pour, encore une fois, éliminer toutes les actions un peu sombres, voire de traitements trop techniques, puisque c'est tout sauf ça aujourd'hui. Les DSI sont complètement couplés au métier. Donc, savoir parler de ça et développer cette vision court terme et moyen terme et rechallenger en permanence cette copie. Donc ça, c'est peut-être le premier item que je mettrai en avant. Après, c'est la collaboration. Donc, la collaboration passe par l'engagement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit des acteurs crédibles. Et cette crédibilité, c'est pareil, ça se travaille. Il faut s'exprimer pour dire quand il y a des choses qui se passent un peu moins bien, puisque c'est notre quotidien aussi de gérer ces dysfonctionnements, ces interruptions de service. Et on peut difficilement aujourd'hui avoir beaucoup d'interruptions de service, puisqu'on a vu que c'était partout automatisé. Et donc, du coup, ça a un impact fort et les DSI en sont très conscients. Et donc, du coup, il faut travailler cet engagement, expliquer ce qui se fait, travailler ces engagements de service pour avoir le juste niveau de service. Et c'est un autre axe, la qualité du logiciel, ces métiers, valoriser les équipes qui entretiennent la maintenance et ne pas les sous-évaluer, puisqu'on a ces experts dans les directions qu'il faut mettre en avant. Et c'est bien tout cet item-là aussi qu'on a retravaillé pour revaloriser l'entretien du patrimoine au service de la qualité finale. On arrive au troisième axe, ce sont les compétences, parce que là, travailler des compétences transformées en permanence, donc recruter, travailler l'attractivité de nos groupes et de nos DSI, présenter notre métier au mieux pour attirer ces nouveaux talents dont on a absolument besoin, mais aussi ne pas oublier toutes nos équipes qu'il faut aussi donc faire monter en compétences, former. Je pense que la formation, c'est un élément extrêmement majeur. On se forme différemment aussi aujourd'hui. On a des moyens de le faire avec des outils extrêmement forts. Et donc, ce troisième axe aussi, là, il est extrêmement important. Et puis peut-être le dernier, je dirais, sur les méthodes de travail, il y a une transformation en profondeur. Donc les DSI, on doit aussi représenter ça, être un peu des vitrines. On a monté, nous, une IT Factory, par exemple, qui est un lieu de co-création, de développement de solutions web et mobiles, mais ça se visite. Et donc à la fois, on en fait un atout pour l'extérieur, pour nos métiers, pour les embarquer avec nous sur des lieux donc communs, mais aussi pour l'interne de la DSI. C'est une
logique apprenante, c'est-à-dire qu'on passe par l'IT Factory pour découvrir des nouvelles méthodes de travail et donc du coup des nouveaux rôles, responsabilités. Et quelque part, c'est très équilibré dans cette dimension de transformation puisqu'on le vit bien aussi de l'intérieur et on est fiers de voir les équipes s'associer à ça pour travailler avec les métiers. Des nouveaux lieux, nouvelles compétences, une façon nouvelle aussi de travailler en interaction avec les métiers. Est-ce que, selon vous, Anne-Sophie Lotgering, l'image des DSI a totalement changé, s'est dépoussiérée, si je peux dire, au fil des années? Voilà, est-ce que vous en êtes convaincus aujourd'hui? Alors écoutez, moi ça fait 16 ans que je suis dans le métier et je pense qu'en 16 ans, les choses, comme le disait Karine, ont vraiment beaucoup évolué. Donc si je me souviens bien, la DSI était vue au tout début comme étant un centre de coûts qui ne contribuait peut-être pas nécessairement, voire pas du tout au business. Et lorsqu'il y avait des sujets qui étaient traités en comité exécutif sur des sujets DSI, c'était généralement des sujets de crise, donc pas toujours des sujets très amusants et vraiment en réaction d'urgence et souvent du coup des sujets très difficiles, Je pense qu'aujourd'hui, avec justement toute la transformation digitale que nous vivons dans nos différentes industries, dans nos différents métiers, le DSI avait vraiment énormément évolué pour arriver à un rôle non seulement clé, qui d'ailleurs se trouve maintenant au comité exécutif, ce qui n'était pas le cas avant et qui a vraiment sa place au comité exécutif et qui est considéré comme étant vraiment un des piliers justement de la transformation digitale qu'opère une entreprise dans l'évolution de son métier. Alors du coup, la DSI n'est plus du tout vue comme étant un centre de coûts, mais un centre de compétences qui permet aux entreprises de comprendre comment la technologie peut aider dans un sens l'efficacité opérationnelle, donc comment est-ce que nous sachons être plus efficaces grâce à l'automatisation, à la digitalisation, mais aussi comment elle peut contribuer à la création de nouveaux business models. Et cette création de nouveaux business models, elle est absolument clé parce qu'elle permet aux entreprises de pouvoir évoluer dans leurs différentes industries et de se tenir bien au fait et éventuellement avoir une longueur d'avance sur les concurrents. Enfin, je pense que Corinne l'a évoqué et c'est très très important, je pense que la DSI aujourd'hui, elle contribue aussi à l'acculturation des nouvelles méthodes de travail qui sont maintenant de plus en plus répandues dans l'entreprise. Par exemple, autour du développement du mode agile, qui, comme disons-le clairement, a été impulsé par les DSI comme étant la méthode de travail qui permet justement, et on va y revenir, aux métiers et aux DSI de travailler ensemble, de manière conjointe, et du coup de travailler de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus itérative ensemble, répondant justement de manière beaucoup plus rapide aux enjeux du business. Donc pour moi, la DSI est devenue vraiment un atout majeur pour les entreprises aujourd'hui, et je pense que ça commence à être reconnu, et on évolue de plus en plus vers une positivité. Très bien. Je suis totalement ravie. J'imagine, Corinne. Ravie, parce qu'on arrive à transformer, voilà, et c'est bien le métier qui peut nous donner son avis sur cette transformation, vraiment. Cette mutation, vous parliez de mutation. C'est vraiment au service des métiers, de la stratégie. Exactement. On y reviendra. Alors justement, pour être réactif, comme l'a dit Anne-Sophie, pour être vraiment agile, comment vous êtes plus précisément organisé ? Alors moi, je suis partie du principe qu'il faut faire évoluer l'organisation en permanence dans les DSI, parce qu'il y a toujours des choses nouvelles qui apparaissent. Alors quand je dis ça, pas dans des modèles de rupture, mais au contraire, pour capitaliser sur les modèles d'organisation, s'inspirer de ce qui se fait aussi dans d'autres entreprises, mais travailler avec le métier aussi, ces organisations, pour qu'on soit lisible. C'est-à-dire que là, le premier point qui a été travaillé chez nous, ça a été de mettre en place des business partners, donc par métier, de manière à ce que le métier n'ait pas à appréhender la complexité des organisations informatiques, le discours où nous ne sommes qu'engagés que sur une partie, mais pour le reste, il faut aller voir un autre interlocuteur. Et ça a été vraiment une très belle évolution dans notre modèle d'organisation, puisque ça a simplifié énormément cette interlocution directe entre le business partner. Et ce business partner, au-delà de l'interlocuteur du métier, d'écouter le métier, de se former lui-même au métier, a une responsabilité
aussi d'animation transverse de l'ensemble des compétences de la DSI. Donc, en fait, il y a deux rôles extrêmement importants. Et là, ça favorise aussi le travail en équipe des collaborateurs de la DSI ou toutes les personnes, les ingénieurs systèmes qui sont là focalisés sur leurs infrastructures prennent part à la discussion avec le business partner et le métier pour s'assurer que les besoins du métier qui sont de plus en plus importants aujourd'hui par rapport à la volumétrie des données va bien savoir répondre à ça. Donc on a vraiment un axe fort sur cette lisibilité et cette visibilité de la DSI à travers l'incarnation de ces business partners. Et puis les modèles d'organisation, on en a parlé un petit peu aussi, ce sont des lieux, des méthodes et tout ça. Effectivement, les DSI portent ça, se forment et doivent proposer des nouvelles façons de travailler. Donc je dis souvent qu'il faut sortir du cadre. Et on s'était autorisé, par exemple, pour traiter des choses un peu moins drôles comme la maintenance des applications, puisqu'on est très projet, je pense, un peu partout, on partage. Et donc la maintenance, c'est pas toujours très intéressant ni bien priorisé. Et donc pour surtout répondre aux besoins des utilisateurs qui, eux, ont leur système d'information au quotidien et qui parfois n'est pas forcément le plus performant ou le plus adapté, on a créé des événements avec des hackathons où on a véritablement changé la donne pour dire on va se réunir sur une journée complète et on va, les informaticiens, s'asseoir à côté des utilisateurs, de nos gestionnaires. On a pris un domaine d'activité... écouter les besoins et créer ensemble. Exactement. Et donc, c'était un pari avec le directeur métier, là c'était sur le domaine de la santé-prévoyance, et c'était vraiment une superbe aventure pour l'ensemble des équipes qui d'un seul coup se sont retrouvées dans le même espace, vraiment dans des préoccupations très concrètes. Et donc, on avait fait le pari aussi de pouvoir faire évoluer et de prendre en compte les irritants, comme on les appelle, et de les corriger très très vite. Et là, c'était formidable aussi, parce que être capable de livrer quelques évolutions dès le lendemain, voire dans la semaine, ça a changé complètement aussi l'image. Et cette préoccupation que nous avons, au-delà de satisfaire les besoins dans les projets, de aussi satisfaire ce quotidien-là qui touche des milliers de collaborateurs et donc d'utilisateurs du SI. Il ne faut pas négliger cette partie-là. Ça fait partie aussi de ce qu'il faut qu'on sache faire. Donc sortir du cadre, c'est un peu le mot d'ordre aussi. Et travailler vraiment au plus près des métiers. Alors l'organisation au service des métiers, mais aussi des événements exceptionnels. Voilà, ce sont des événements, vous voyez, ça ne touche pas l'organisation, c'est juste créer cet événement et le faire, encore une fois, avec le métier. Il faut que les deux parties vivent cette expérience ensemble. Je vous propose maintenant, dans cette deuxième partie, d'échanger plus particulièrement sur les nouvelles façons de collaborer entre DSI et les directions métiers. Alors, Anne-Sophie Lotgering, concrètement, comment fait-on collaborer les équipes métiers et les équipes technologiques? Quelles sont les difficultés que l'on rencontre encore le plus souvent et les solutions que vous avez trouvées? Alors écoutez, Corinne a beaucoup parlé du fait qu'il faut sortir du cadre, et je dois avouer que j'aime beaucoup cette image-là parce qu'elle est tout à fait vraie, et je pense qu'elle représente de manière très symbolique ce que nous essayons de faire et ce que les nouvelles méthodes de travail apportent. Et je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes et j'aimerais les évoquer. La première chose, c'est quand on change de cadre de travail, on pousse les gens à travailler de manière différente. Et quand on pousse les gens à travailler de manière différente, il y a plusieurs réactions qui peuvent venir. Et souvent, une première réaction est plutôt une réaction de refus, de manque de compréhension. Refus du changement, ça, refus c'est classique. Du changement, voilà, manque de compréhension parce que les choses n'ont peut-être pas été bien expliquées, on n'a pas l'habitude de travailler de cette manière. Et donc je pense que la première chose à faire est de bien expliquer le contexte et de bien expliquer la raison du pourquoi. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est nous sommes rendus compte en déployant la méthode agile avec les différentes méthodologies qui en s'ensuit, comme la méthodologie SAFe par exemple, que d'associer tout le monde, comme le disait Corinne, dans une même pièce, les métiers, la DSI ensemble, travailler justement ensemble sur ce que l'on considérait comme étant les choses qui étaient très difficiles à résoudre et de se mettre d'accord sur une solution ensemble, permettent justement de développer une positivité par rapport à ces nouvelles méthodes de travail et de démontrer que de travailler de manière différente ensemble porte ses fruits. Ce que nous avons remarqué aussi, c'est que donc avec la mise en place de ces nouvelles méthodologies, on pousse la responsabilité aux personnes qui font.
Et donner la responsabilité aux personnes qui font, cela veut dire aussi changer le rôle du management. Parce que nous ne sommes plus en management de projet avec des KPI bien identifiés. On est sur du coaching plutôt, sur de la manière, de comment est-ce qu'on doit, en termes de méthodologie, aider les équipes justement à s'approprier cette méthodologie, comment travailler ensemble. Et du coup, le rôle du manager change. Donc, dans la mise en place de ces nouvelles méthodes de travail, n'oublions surtout pas les managers pour qu'ils puissent véhiculer eux-mêmes ces nouvelles méthodes de travail. Et enfin, de manière très, très intéressante, ce que nous avons vu aussi, c'est qu'à partir du moment où il y a une certaine communication qui est faite autour justement d'ateliers de travail, etc., on voit très vite des équipes qui se questionnent et nous disent « mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas été associés ? Et comment pourrions-nous nous associer à cet exercice ?» C'est vertueux. Et c'est très vertueux. Alors en même temps, il y a une certaine méfiance. Pourquoi n'ai-je pas été invitée ? Et un intérêt et une envie. Et donc, c'est cette envie, je pense, qu'il faut cultiver. Mais il faut aussi faire attention parce qu'on ne peut pas déployer tout partout à échelle. Je pense qu'il faut aussi vraiment choisir les projets sur lesquels nous voulons travailler de manière prioritaire et s'assurer donc que c'est bien compris aussi dans l'entreprise pour que chacun se sente impliqué dans l'aventure collective dans laquelle nous vivons, même s'ils ne sont pas directement concernés par les différentes méthodologies de travail. Oui, pour rebondir aussi, c'est vrai que à la fois c'est très puissant, comme le décrit Anne-Sophie, dans la production et dans le résultat, dans l'association de tout ça. Donc c'est un vrai nouveau travail de fond, puisque c'est vrai que c'est, encore une fois, ça paraît comme ça léger, plutôt convivial, mais il y a énormément de rigueur dans la conduite de ce travail-là, et ça ne s'oppose pas au reste. On a un rôle aussi, tous, les métiers et les DSI, de trouver ce bon équilibre entre les méthodes traditionnelles qui persisteront jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a des legacy, tous les groupes ont une histoire, il faut surtout ne pas occulter cette partie-là, mais savoir animer différemment, et j'aime bien effectivement les nouveaux rôles des managers, on travaille beaucoup ça au sens des coachs, les coachs agiles, mais aussi des managers qui savent prendre un peu ce recul et mettre en avant cette dynamique d'équipe qu'ils doivent favoriser en permanence. Donc cette agilité, cette réactivité, c'est pas forcément l'apanage des startups, on a toujours le fantasme, les grands groupes aussi peuvent s'organiser pour être agile. Aujourd'hui, Corinne Dajon, l'innovation, est-ce qu'elle est toujours impulsée par justement les techniciens, la DSI, ou est-ce que c'est les métiers qui vous challengent ? Comment ça se passe ? On est très challengés, donc je dirais que ce sont les deux, puisque là, on a un rôle effectivement permanent sur l'innovation, sur les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, aujourd'hui, c'est déjà, on a à entretenir beaucoup de technologies et donc ça ne s'arrête pas. Ces technologies aussi, elles sont moins pérennes. On est obligé de les faire évoluer dans le temps, donc il y a un sacré sujet aussi d'innovation autour de tout ça pour servir les métiers. Et heureusement, je dirais, ça se complète par la vision des métiers, ces métiers qui regardent partout, qui sont très curieux et donc qui captent très vite d'ailleurs les solutions de marché. Et là, encore une fois, c'est bien la proximité, la confiance que nous avons dans ce travail en commun qui va permettre au DSI de bien accompagner les métiers. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ces solutions innovantes, on va devoir les intégrer dans le système d'information. Mais encore faut-il tout de suite ne pas partir là-dessus pour ne pas bloquer l'initiative des métiers. Encore une fois, nous, on est à l'écoute et on pense que là, ça serait une erreur fondamentale. Tout ne peut pas se passer et fait par nous. Donc, il faut laisser un petit peu cette bulle au niveau des métiers, mais je dirais avec nous pour conseiller. S'assurer qu'on puisse l'intégrer. Exactement. Conseiller, donner les moyens aux métiers d'expérimenter, parce que souvent on nous dit il me faut des données, il faut que tu puisses envoyer ça à telle entreprise. Et rapidement, si possible. Parce que, très vite, mais alors avec la conformité, la sécurité, il ne faut pas oublier ça, parce que c'est un sujet dont on pourrait parler longuement. Donc un rôle de conseil, de permettre ces expérimentations de manière encadrée et favorable aux métiers, mais surtout déjà penser très en amont l'industrialisation, puisqu'on espère que ces expérimentations, quand elles portent leurs fruits, puissent être rapidement aussi généralisées. Donc là, il y a la vitesse qui fait que un fonctionnement en amont le plus combiné possible porte aussi ses fruits sur cette généralisation et l'intégration de ces solutions innovantes, et parfois avec les startups. Donc encore une fois, nous ne refaisons pas ce que les autres font très bien. Bien au contraire, on est plus dans des logiques d'intégration de ces solutions.
et d'intégration aussi de tous les collaborateurs. Anne-Sophie Lotgering, comment ne pas laisser des gens de côté dans toutes ces nouvelles organisations, cette transformation numérique? Comment faire en sorte de faire monter en compétences, d'avoir les bonnes compétences au bon endroit? Alors ça, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. Et je pense que, justement, on parlait de l'attrait des startups. Je pense que quand on travaille dans un grand groupe, même si considéré comme étant un peu moins traditionnel que d'autres sur un certain nombre de sujets, l'attractivité justement de la DSI dans ces grands groupes n'est pas toujours ce qui nous permet d'attirer les talents que nous souhaitons avoir pour justement animer le vivier de compétences que nous avons déjà et l'évolution des compétences. Donc il y a ce premier point qui est à travailler, je pense, et j'imagine que exactement. C'est pareil. Donc voilà, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, je pense, c'est de s'assurer aussi qu'on donne à nos employés qui sont déjà des experts sur certains sujets la possibilité de monter en compétences sur d'autres expertises et sur les métiers de demain. Nous avons justement une entité intitulée en anglais Jobs and Skills, donc postes et compétences, qui nous permet justement de réfléchir sur quelles sont les compétences dont nous avons besoin demain et quels sont les postes qui en découleront. Et cette puissance de pouvoir un petit peu regarder en évolution sur ce qui va se passer dans le futur et comment est-ce que du coup nous devons intégrer ces évolutions dans nos compétences d'aujourd'hui, nous permettent de proposer des cursus, des formations à nos experts aujourd'hui qui leur permettant justement d'évoluer dans leurs compétences. Donc ça, c'est un deuxième sujet. Un troisième sujet, je pense, qui est aussi très important, c'est la politique d'insourcing, comme on dit en anglais, d'un certain nombre de compétences que nous avons eu de manière traditionnelle tendance à donner à des prestataires pour différentes raisons, généralement pour des raisons de coût, soyons clairs. Et je pense que la possibilité à savoir quelles sont nos vraies compétences au sein de nos métiers qui doivent être les nôtres et sur lesquels nous devons capitaliser et sur lesquels nous devons investir versus des compétences qui peuvent être externalisées. Cette connaissance du make or buy est absolument clé parce que ça nous permet du coup d'internaliser un certain nombre de compétences que nous n'avions plus et sur lesquelles nous devons continuer d'investir. Donc ça, je pense que c'est le troisième point. Enfin, je pense que la communication de ce sur quoi nous travaillons est absolument clé. Je pense que de manière générale, si nous ne réussissons pas à communiquer d'une manière lisible, voilà, et de donner envie sur ce que nous faisons, nous ne serons jamais le pôle le plus attractif ou l'entité la plus attractive. Donc je pense que notre capacité à pouvoir communiquer sur ce que nous faisons et comment justement nous contribuons au mouvement de l'entreprise est absolument clé. Cœur, quoi, c'est voilà. Métier au cœur. Petite parenthèse, Corinne Dajon, des métiers qui restent encore très masculins. C'est vrai. Comment Merci de lancer le sujet. On voit, hein, on voudrait recruter plus de femmes, hein, mais malheureusement, ces femmes ne sont pas là. Et il y a tout un travail, vous le citiez en introduction, avec le CIGREF, sous l'impulsion du CIGREF, et avec des associations nombreuses qui font des choses extraordinaires, hein, plus d'une quarantaine d'associations, pour attirer l'attention sur ce phénomène de société. Hein, c'est pourquoi se passer de la moitié du potentiel dans ces métiers-là, puisque effectivement, on voudrait les recruter. Elles ne sont pas là. Il y a lieu de commencer très très tôt dans les cursus scolaires, hein, école primaire, les collèges, parce que au bout d'un moment, elles changent d'orientation, parce que l'image de ces métiers de l'informatique, hein, si je recentre là-dessus, vus uniquement comme des codeurs très masculins, avec toutes les caractéristiques qui vont autour, voilà, et des jobs pas forcément très fun, comme on dit. Voilà, ça gâche vraiment l'image de ce métier qui est pour moi vraiment formidable et qui a un champ de possible aussi très enthousiasmant. Et donc les jeunes filles ont toute leur place, les femmes ont toute leur place également dans les reconversions professionnelles. On fait des choses avec Pôle emploi, on travaille là-dessus pour marketer les DSI, représenter notre travail et le lien qui s'établit pour véritablement servir nos organisations et ne pas être cloisonné là dans un univers très technico-technique assimilé aux mathématiques. Donc il y a un message fort pour les femmes et les jeunes filles donc, de s'intéresser
s'intéresser à ces métiers-là, et qui sont extrêmement aussi porteurs, aussi pour les jeunes filles, des métiers qui sont bien rémunérés, il faut le dire aussi, et donc du coup avec des évolutions et des trajectoires de carrière. Anne-Sophie en parlait, et j'aime beaucoup moi la gestion active des emplois et des compétences. Et on travaille aussi ça parce que ces métiers-là peuvent évoluer, et c'est quand même sensationnel aujourd'hui d'avoir des cursus dans les entreprises qui dépassent les frontières de l'informatique ou du métier, mais qui permettent vraiment de s'enrichir justement de ces doubles compétences. Donc venez. J'espère que l'appel a été bien entendu. Bien entendu. Alors on l'a vu, beaucoup d'évolutions dans la façon dont la DSI travaille avec les métiers, et pourtant ça reste quand même encore un sujet difficile, pas toujours simple, si bien que les DSI aujourd'hui n'hésitent pas à s'accompagner, de se faire accompagner par des cabinets de conseil, à l'image de Talisker Consulting par exemple. Les Échos Publishing ont d'ailleurs rencontré pour préparer cette émission Jean-Luc Dragon. Il nous explique la façon dont ils aident les DSI à se positionner et à optimiser la collaboration à l'intérieur de l'entreprise. Regardez. Le positionnement aujourd'hui d'une DSI, il est de moins en moins technologique et il est de plus en plus sur le produit, la valeur, la relation avec ses clients. Très souvent, les métiers font appel à la DSI pour optimiser leur fonctionnement. C'est-à-dire très souvent, les coûts sont dans la DSI et les gains sont dans les métiers. C'est très important pour le DSI d'expliquer quel gain fait le métier versus le coût qu'a coûté le projet Intel au service de ce métier. Donc, les leviers d'une bonne transformation, c'est qu'il faut qu'elle ait un sens pour tout le monde. Il faut qu'elle ait un sens pour les collaborateurs de la DSI qui vont vivre très directement cette transformation, mais il faut qu'elle ait un sens pour toute l'entreprise. Le vrai sujet de la transformation et notre conviction à nous, c'est que la transformation, elle s'opère par l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, le sens vient du client. C'est lui qui va guider la transformation. C'est pour lui qu'on travaille, c'est pour lui qu'on existe, et donc c'est pour lui qu'on s'organise. Aujourd'hui, le DSI fait partie intégrante du succès de l'entreprise, et ça veut dire que le DSI, il faut qu'il ressemble à son entreprise. Là où avant, il apportait des solutions technologiques, aujourd'hui, il apporte plutôt des idées de technologie au service du business. Chez certains clients, on travaille effectivement avec des notions marketing qui sont vraiment directement liées de la grande distribution, comme le catégorie management. C'est lié à une notion marketing qui s'appelle la segmentation des clients. Le catégorie management, c'est une manière cohérente de proposer des services. Et on l'utilise dans l'informatique pour des gens qui ont soit des métiers spécifiques, soit des pratiques spécifiques. Parmi les cas qu'on peut citer, il y a Veolia. Ce qui est très intéressant dans la transformation de Veolia, c'est qu'il y a une transformation de la DSI, mais il y a aussi une transformation de l'entreprise. L'entreprise amène une culture différente de responsabilisation du middle management, et l'informatique, dans cette ligne-là, se réorganise justement en fonction des métiers. Ce qui me passionne dans l'accompagnement des DSI sur ce sujet du marketing, c'est justement de dire on est sur une matière qui est la technologie, et notre job à nous, c'est d'accompagner les clients sur comment est-ce que je peux utiliser cette matière qui est extrêmement riche pour aller étonner mes clients et améliorer soit leur vie quotidienne, soit leur performance. Donc la question, c'est comment j'utilise l'IoT et comment j'embarque toutes les équipes de l'informatique dans ces changements, parce que le vrai sujet du marketing, c'est de travailler pour son client et puis la fierté du produit. C'est-à-dire qu'on travaille bien sur ces deux côtés, le client d'un côté et les équipes de la DSI de l'autre. L'utilisation donc d'outils marketing au service de la DSI, mesdames, est-ce que vous pensez que c'est une solution intéressante pour fluidifier les relations au sein de l'entreprise sur ces sujets technologiques ? Moi, je pense que nous l'avons évoqué, le travail en commun et en équipe entre d'un côté les activités marketing et de l'autre côté les équipes IT, ce qu'on appelle dans le jargon product owner et son pendant IT, est fondamental. Parce que c'est ce qui nous permet de travailler ensemble sur les vrais sujets et ce qui est nécessaire au métier. Et il y a une chose pour moi qui me paraît fondamentale et qui m'a énormément parlé, c'est quand on parlait d'utiliser la technologie au service du client pour justement l'étonner. Et je pense que chez Orange Business Services, ce que nous essayons de faire, c'est non seulement d'étonner le client, mais surtout de l'écouter d'abord, en fait. Si nous écoutons un client et que nous essayons de comprendre quels sont ce qu'ils attendent de nous, de manière concrète, que ce soit dans nos outils de provisioning, que ce soit dans nos outils de commande ou alors la manière dont nos produits sont livrés, à partir du moment où nous avons cette capacité d'écoute, ensuite l'analyse de cette écoute qui nous permet de traduire ça en action,
Tout ça, ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces ensemble. Et c'est cette capacité justement entre le marketing et l'IT à pouvoir établir ces socles de connaissances et pouvoir en tirer une analyse qui nous permet de travailler de manière plus efficace, qui pour moi est extrêmement riche. Ouais, partir des besoins du client au cœur pour réunir... Exactement, c'est fondamental. Je pense qu'effectivement, c'est très bien dit là dans la petite intervention de Thalys Kher. Le sens qu'on donne aussi aux besoins du client, c'est ça qui nous anime en fait. C'est ça qui nous inspire dans les développements futurs. On parle de parcours client, d'expérience client, tous les outils d'ailleurs qui vont avec, qui ne sont pas que des nouveaux outils, mais qui amènent des changements très important dans les processus pour mieux répondre à ça, y compris pour les collaborateurs de nos groupes qui utilisent ces mêmes solutions-là pour vivre quelque part la même expérience que le client. Donc ça, c'est fondamental. Tout ce marketing, il est fait aussi, parce que moi j'ai participé au trophée du marketing de la DSI aussi, j'ai présidé la dernière séquence, donc je suis très sensible à ça pour arriver justement à donner ce sens-là dans nos discours, et ça change tout. C'est vraiment un élément clé pour capter l'attention, et surtout, j'aime bien quand on allie ça à la performance, parce que souvent, effectivement, centre de coût, dans les projets, on fait le total bas de page, on dit mais c'est beaucoup trop cher, mais pourquoi faire? Moi je dis toujours pourquoi faire, retravaillons ensemble le besoin, parce qu'on est toujours en train d'arbitrer les budgets, mais c'est bien la valeur que nous allons dégager qui est totalement essentielle et qui va permettre justement, ensemble avec le métier, peut-être de recalibrer les dispositifs, les solutions. Et j'aime beaucoup donc cet accent-là parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que nous, DSI, on est toujours dans une logique de trouver des synergies, de veiller à ce qu'on arrive à maîtriser ses coûts pour justement mieux se développer et pouvoir apporter de plus en plus de valeur. Et c'est vraiment un travail au quotidien des DSI que de faire ces choix-là et d'intégrer cette composante économique aussi avec le métier qui parfois voit des solutions donc, qui peuvent être mises rapidement en œuvre, donc qui ne vont pas coûter cher d'un point de vue du projet, mais qui vont coûter très très cher de manière récurrente, et à l'inverse, des solutions avec des investissements lourds et qui vont nous apporter des économies d'échelle extrêmement importantes. Et ça, on en parle peu. Et donc, du coup, recombiner ce marketing, cette valeur dégagée par les systèmes avec le métier et les économies d'échelle propres au groupe sont fondamentaux et sont tout à fait intéressants. Ça permet aussi la création et l'émergence de nouveaux métiers. Quand on voit qu'on travaille ensemble entre le métier et le DSI autour justement de l'écoute client sur son parcours client, ce qu'on appelle le Customer Journey, exactement. Cela implique aussi que nous ayons de nouvelles compétences au niveau des entreprises, les CX Makers, les User Experience Designer. Tout ça, ce sont des compétences absolument clés dont on ne parlait pas il y a 5 ans. Et pour trouver justement ces compétences sur le métier, pour pouvoir les attirer, je pense qu'on revient sur un des sujets dont nous avions parlé tout à l'heure. Non seulement au niveau de la DSI, il y a une évolution sur les métiers et les compétences, mais aussi au niveau marketing. Il y a une véritable évolution des compétences qui nous sont nécessaires pour pouvoir justement nous assurer qu'à tout moment, en termes d'enabler, en termes de customer journey, nous répondons bien aux besoins des clients. Donc l'innovation des métiers est partout, en fait, partout. Dernière partie de cette émission, nous allons nous projeter vers l'avenir en y ajoutant un ingrédient essentiel, l'intelligence artificielle. Corinne Dajon, comment vous voyez l'intégration de cette intelligence artificielle dans l'organisation de la DSI? Quel impact elle va avoir? C'est évident qu'il faut l'intégrer et il faut s'y intéresser. Alors, avec beaucoup d'humilité aujourd'hui, parce que je pense qu'on en est encore aux prémices, moi je mettrais l'accent sur 2 choses, puisque on doit l'intégrer dans notre quotidien, parce que cette intelligence ne vient pas se pluguer à côté du reste. Donc c'est comment, d'un point de vue des processus, on va l'intégrer, et là dans une première étape pour notre groupe, pour faciliter un peu le travail au quotidien. La réglementation est lourde, par exemple, c'est comment intégrer avec intelligence, en automatisant, en s'appuyant donc sur du machine learning, du deep learning, de dire comment est-ce qu'on va réussir à combiner ça au mieux du commercial, du gestionnaire, de manière à ce qu'il puisse se consacrer, lui, sur des vraies tâches à valeur ajoutée et lui garantir qu'il fait ça dans les règles donc, données en termes de conformité notamment. Donc là, l'aspect processus, il doit être bien pensé aussi avec le métier pour voir comment intégrer cette intelligence artificielle dans les processus d'entreprise. Et puis le deuxième élément, c'est la data. Donc la data, là, il y a eu vraiment un travail de fond fait au niveau de notre groupe, parce que aussi, c'est la qualité de la donnée. Enfin, on ne peut pas imaginer l'intelligence artificielle sans travailler la qualité de la donnée.
Donc dans les DSI, il y a tous ces référentiels de données, garantir la traçabilité de la donnée, être capable de stocker ces volumes de données en toute sécurité. Donc on est là sur des métiers data scientist nouveaux, sur des socles data centrés comme on les appelle, donc aussi nouvelles technologies. On est aussi dans des univers externes parce qu'il faut allouer des espaces pour pouvoir stocker ça et allouer, désallouer. Donc là, le cloud et toutes les possibilités offertes par ces acteurs sur le marché font partie de cet univers-là. Et puis, bien sûr, expérimenter, ça veut dire être capable de mettre tout ça à disposition des métiers pour que, avec nos data scientists, et il y en a aussi dans les métiers, heureusement, on travaille autour de ces données pour pouvoir, sur de la base de données internes et d'open data, de données externes, essayer de trouver des pistes et puis amener justement cette intelligence dans les processus. Donc nous, on fait des expérimentations, par exemple pour la fraude au niveau des professionnels de santé, mais aussi, par exemple, pour prévoir les pics d'appel avec des expérimentations qui ont été faites sur toute la partie épidémie de grippe et météo, combiner les deux pour dire, tiens, en fonction de ce contexte-là, comment on pourrait mieux anticiper l'organisation de nos centres d'appel. C'est un autre petit clin d'œil aussi à tout ce qu'on peut faire dans nos univers. Mais le champ des possibles est énorme. On a à peu près plus d'une quarantaine d'innovations en cours aujourd'hui autour de notre Data Lab pour servir justement toutes ces nouvelles expériences d'intelligence artificielle, et on a beaucoup à faire. Anne-Sophie Lotgering, vous souhaitez réagir sur l'arrivée de l'intelligence artificielle Mais écoutez, j'écoute Corinne avec beaucoup d'attention parce que nous vivons exactement la même chose chez Orange Business Services, et je pense qu'il y a un point sur lequel vous avez insisté qui est important pour moi, c'est le concept de référentiel data. Je pense qu'on le sait tous, toute l'information que nous avons au sein de notre entreprise est très très riche. Mais pour pouvoir cultiver cette richesse, il faut avoir les fondamentaux. Et c'est seulement en ayant ce référentiel data qui nous permet d'avoir justement une vision bien claire, hiérarchique de la manière dont nous voulons stocker notre donnée pour pouvoir ensuite l'analyser est absolument fondamental. Et ça implique, certes, le travail de la DSI, mais aussi des métiers. Parce qu'une fois qu'un référentiel est mis en place, il faut le cultiver. Il faut s'assurer qu'il reste bien juste. C'est ça. Et ce n'est pas évident, en fait. Donc, on a beaucoup de travail à faire, je pense, sur ce sujet-là, impulsé par la DSI, mais pour que les métiers et les opérationnels comprennent bien pourquoi c'est important, quand ils peuvent éventuellement considérer qu'on les empêche de travailler de la manière dont ils ont fait jusqu'alors. Donc je pense qu'il y a un travail d'acculturation sur l'importance de la data et du référentiel data qui est à faire. En fait. Ouais, c'est totalement essentiel. Je partage complètement ce que dit Anne-Sophie, et c'est vrai qu'il y a bien la définition de la data au sens du métier et sa transposition dans les systèmes d'information, d'où l'ordre qu'il faut mettre dans tout ça pour garantir au final la meilleure exploitation possible de la donnée et le respect de la réglementation, parce qu'on a un côté vraiment très pointu là-dessus. Si on se projette encore un peu plus loin, peut-être, on voit bien que la DSI est totalement imbriquée avec les autres fonctions au service du client, vous l'avez rappelé, avec cette vision stratégique groupe. Anne-Sophie Lotgering, est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, on pourrait voir finalement émerger une sorte de fonction hybride entre DSI, fonction support, RH, achat, communication, pourquoi pas ? Écoutez, je ne sais pas. Je pense que je suis probablement déjà une de ces fonctions hybrides. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que de toute manière, aujourd'hui, nous ne pouvons pas travailler de manière isolée. Donc que ce soit le patron du sourcing, ou que ce soit le patron de la finance, ou que ce soit le patron du DSI, ou le patron de la communication, ou quelques fonctions hybrides qui puissent être créées, la possibilité de pouvoir travailler en équipe sur ce sujet de transformation et d'évolution de l'entreprise est absolument clé. Parce que si nous souhaitons travailler de manière différente, justement avec l'implémentation de la méthodologie agile, cela implique travailler avec nos fournisseurs de manière différente. Donc du coup, le sourcing doit y être associé. Ça implique aussi, comme nous l'avons évoqué, une acculturation qui doit être faite auprès de nos employés et de nos salariés. Donc, in fine, la RH est impliquée. Cela veut dire aussi que peut-être pourrions-nous penser à des systèmes de budget différents que ceux que nous avons aujourd'hui, qui sont peut-être un petit peu ancrés dans la tradition. Donc du coup, le Chief Financial, le directeur financier est associé. Donc je pense que de toute manière, dès aujourd'hui,
Une fonction hybride peut déjà exister, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le travail en équipe autour des différentes fonctions, justement, pour participer à l'évolution de l'entreprise. Dans ce contexte d'évolution, Corinne Dajon, finalement, est-ce que la DSI a toujours dans l'avenir vocation à exister, selon vous ? Je pense qu'Anne-Sophie a bien répondu sur le sujet quand même dans la prolongation. Je pense que voilà, on évolue, tous les métiers évoluent et je pense que à travers tout ce qu'on a dit là, le métier des DSI est assez enthousiasmant quelque part parce qu'il traverse toutes les fonctions de l'entreprise. Quelque part, on a la meilleure vision de tout ce qui se fait dans l'entreprise. Souvent, je dis la vision 360, qui est aussi très marketing, mais on la partage avec cette capacité à avoir le recul sur l'ensemble des métiers et à devoir servir l'ensemble de ces métiers. Donc, avec une vraie complexité, mais un vrai travail de fond pour optimiser tout ce capital au sein de l'entreprise basé sur les systèmes d'information. Et on voit qu'il est au cœur aujourd'hui de la stratégie des grands groupes et des nouveaux business models. Donc, quelque part, ça évoluera toujours. Après, voilà, modèle hybride très certainement, mais je mettrai l'accent, comme Anne-Sophie, sur la collaboration. C'est absolument essentiel et c'est tellement mieux comme ça. C'est quand même passionnant d'échanger et d'être au cœur de ces préoccupations, de ce travail avec les métiers. Donc, surtout, poursuivons cette ligne directrice-là, ce fil rouge-là. Ouais, c'est aussi plus amusant. Voilà, on s'amuse à plusieurs. Et partager, je pense, les risques et l'engagement, parce qu'encore une fois, moi j'aime beaucoup aussi ce qu'a dit Anne-Sophie sur le résultat. C'est pas le résultat de l'informatique, ça marche pas. C'est un résultat collectif et ça se vit beaucoup mieux. Et en termes de puissance, de message pour les équipes aussi, et la revalorisation des équipes informatiques un peu loin et qui sont remises au centre aujourd'hui avec les métiers, sont quand même des belles victoires d'ensemble. Donc, il faut poursuivre sur tout ça. Absolument. Créer de la valeur ensemble avec plus de collaboration. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces échanges passionnants. Merci. Et puis merci également à vous pour votre écoute et j'aurai certainement le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Diagonale.